Bonsoir tout le monde. On est mercredi soir et c'est l'heure de la tisane des mamans. J'ai pris une grande cuillère aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Du coup, la semaine dernière, j'étais toute seule et j'avais pas de thérapeute avec moi puisque la personne qui devait m'accompagner a eu quelques soucis, mais elle revient prochainement. Et voilà, la tisane des mamans, qu'est-ce que c'est ? On est mercredi et en règle générale, le mercredi pour les mamans ou les parents, c'est un peu la journée à la course entre les activités des enfants et il suffit qu'on ait plusieurs enfants, on en amène d'un côté, un de l'autre. Et bien, je me suis dit que ça serait bien que le mercredi soir, on puisse se poser et venir discuter et papoter entre nous avec une tisane. Donc, vous pouvez être au fond de votre lit, au fond de votre canapé. En fait, on s'en fout. Vous vous posez. Vous pouvez venir poser vos questions à notre invité du jour et il n'y a aucun souci là-dessus. Bien au contraire, n'hésitez surtout pas à poser des questions. Moi, je me présente, donc Élodie Bourdol. Je suis thérapeute énergéticienne. J'ai un peu trop de casquettes, alors j'essaie de les rassembler pour que ce soit plus simple. Et je suis coach et j'accompagne les mamans qui sont un petit peu déboussolées, qui ont besoin de se reconnecter également à leur boussole intérieure. C'est une expression que j'aime beaucoup. Vous allez voir que j'utilise très régulièrement. Voilà, donc c'est vraiment un temps où on est entre nous pour pouvoir papoter, pour pouvoir discuter de divers sujets qui concernent la parentalité au sens très large, et je vous réserve de belles surprises pour prochainement. Et aussi de notre féminité, de notre part d'être femme également. Et du coup, ce soir, je suis hyper contente d'accueillir. Alors, ce qui est bien, c'est que, avant de vous dire qui c'est que c'est quelqu'un qui est proche de chez moi. Et je crois que c'est la deuxième, c'est la 7e épisode, qui est quand même proche de chez moi. Et elle travaille exactement dans la même commune. Donc ça, c'est hyper sympa. Donc, c'est fait des belles rencontres également. Donc, je vous permets, on va accueillir du coup Caroline Fabry. Bonsoir Caroline. Bonsoir, bonjour à toutes. Comment vas-tu? Je ne l'ai pas oublié. La Ça va tisane des mamans. super bien, ça va super bien. Merci Élodie, merci pour cette invitation, vraiment. Mais avec grand plaisir, je suis hyper contente que tu sois là. Je pense qu'on va avoir pas mal de questions sur un sujet qui pose pas mal de questions à beaucoup de mamans à l'heure actuelle. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu pourrais du coup te présenter, nous expliquer qui tu es, qu'est-ce que tu fais, voilà. Oui, alors je suis Caroline Fabry, je suis psychoéducatrice. Donc en fait, je suis de formation éducatrice de jeunes enfants depuis 20 ans. Je travaille dans les structures, protection de l'enfance, multi-accueil, micro-crèche. J'ai été en direction et en coordination de plusieurs micro-crèches. Et en parallèle, depuis 2018, je suis formatrice auprès des équipes professionnelles. Et puis, au fur et à mesure de mon travail, je me suis passionnée pour plusieurs sujets, dont un spécifique qui est autour des neuroatypies. Voilà, tous nos enfants un petit peu avec des cerveaux extraordinaires, sûrement parce que je le suis aussi. Voilà, et que mon fils l'est aussi, possiblement aussi. Voilà. Tout ça pour dire que je me suis vraiment formée à tout ça et j'ai vu qu'il y avait beaucoup de familles qui avaient besoin de soutien, d'accompagnement, parce que c'est pas quelque chose de facile. Et donc, je me suis installée en tant que psychoéducatrice et j'ai une formation de psychologie positive en plus, parce que ça aide énormément. C'est des outils vraiment incroyables pour ces cerveaux-là. Je vous en parlerai peut-être dans la soirée. Voilà. Voilà un petit peu pour l'histoire, hein, si vous voulez. Voilà. Mon travail, vraiment, c'est un travail de passion, d'abord. Et j'aime mon métier, j'aime accompagner les familles, être plus proche d'elles, de leurs besoins. Et toutes sont très différentes, avec des besoins très différents, et c'est ça qui est très intéressant. Tu le dis très justement, et je pense que c'est pas pour rien que moi j'aime beaucoup. J'ai participé à 2 de tes ateliers que j'ai beaucoup apprécié. Ce côté neuroatypie, on en parle de plus en plus.
Mmh. Et moi, je sais que quand j'ai démarré le parcours par mon fils aîné, je me suis sentie, mais alors terriblement seule, face à l'éducation nationale qui te dit: «Hé, hé, vous faites rien, va droit dans le mur, par contre démerdez-vous». Et là, Mmh. tu te retrouves face dans un parcours du combattant, tu sais même pas vers qui te tourner, tu sais pas. Moi, ce que je trouve assez extraordinaire, c'est qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de groupes, on en parle de plus en plus. Mais souvent, quand on démarre le parcours, ben, on ne sait pas trop vers qui se tourner, vers où aller. Et c'est vraiment pas quelque chose de très, très évident. Tout à fait. Et après, on a des spécificités aussi. Donc, suivant la neuroatypie, il y a plusieurs intensités. Voilà. Donc, ce qui rend la complexité autour de l'accompagnement. Et après, nous avons tout autour de ce qui est la scolarité, qui pose énormément de problèmes, puisque l'éducation nationale a un système très complexe qui lui appartient depuis des années, et qui n'est pas forcément, on va dire, qui facilite pas en fait l'accueil des neuroatypiques. Voilà, on va dire ça comme ça. Qui est pas toujours voilà, très très bien, qui réfléchit pas forcément aux besoins, en tous les cas de ces enfants, qui n'a rien à voir avec leur système actuel. Mais pour faire bouger les choses, parfois, il faut du temps. Et heureusement, je côtoie des instituts qui sont très intéressants et des professionnels très ouverts qui font un peu changer les choses. Et pourtant, tu vois, j'ai une formation sur le TSA. Alors moi, je travaille actuellement avec des personnes aussi en situation de handicap, mais plutôt adultes et dans le monde du travail. Donc on est confronté à, j'allais dire, divers neuroatypies et handicaps. Et du coup, là, j'ai eu une formation autour du TSA. Donc le TSA, pour celles qui débarquent et qui connaissent pas, c'est le trouble du spectre autistique. C'est un peu un gros terme qui permet de regrouper toutes les formes d'autisme, notamment le syndrome d'Asperger, enfin voilà, tout ce qui est autisme. Et ce qui était quand même inclus dans les programmes autour du TSA, au niveau gouvernemental, c'était une formation des instituteurs au niveau de l'éducation nationale. Et on voit qu'aujourd'hui, malgré tout, on a quand même un déficit de ce côté-là avec autour de l'éducation nationale, qui reste très compliqué. On a des choses sur le papier, mais concrètement, sur le terrain, toi, tu le vois peut-être plus que moi. Oui, c'est très complexe à mettre en place, surtout que sur une classe, par exemple, ça touche 1 ou 2 élèves grand maximum, il en reste quand même une trentaine à s'occuper. Et c'est bien la complexité des professeurs aujourd'hui. On a ça comme complexité, mais on a aussi le manque de connaissances. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de professionnels qui travaillent dans les lieux scolaires qui n'ont pas la connaissance de comment fonctionne ce cerveau un peu extraordinaire. Et quand ils viennent à mes conférences ou à mes formations et qu'ils se rendent compte qu'en fait, le système existant, il faudrait le bouger un peu plus. Et heureusement qu'il y en a qui essayent des nouveaux outils, des nouvelles façons de faire, eh bien, ça fonctionne beaucoup mieux. Donc, c'est aussi un manque de connaissances et c'est très difficile pour les formateurs en neuroatypie de rentrer auprès de ces personnes-là, de ces professionnels, pour essayer de leur apprendre un petit peu comment ça fonctionne le cerveau. Parce que c'est vraiment assez incroyable le fonctionnement de ces cerveaux neuroatypiques. Pour les côtoyer, en côtoyer 2 tous les jours, je confirme. Alors, je fais juste, du coup, salut Mélodie, et on a Aurore aussi qui nous fait un petit coucou. Il n'y a pas de retard, Aurore, tu sais, on démarre tout juste. Puis on a toute la soirée pour, je pense, parler de ça. Et c'est vrai que le système et la manière de réfléchir des neuroatypies, alors moi j'en ai 2 qui sont diamétralement opposés, parce que même dans un neuroatypie, moi je côtoie le TDAH, alors un avec et l'autre sans le H, enfin si, mais dans le cerveau. Ils ont même pas le même fonctionnement en fait, même sur un même trouble. Ils ont même pas le même mode de fonctionnement en fait. Donc c'est hyper compliqué de s'adapter au quotidien à l'enfant en question. Exactement. Ça demande énormément. C'est des troubles qui sont énergivores. Déjà pour eux, parce que vivre à l'intérieur, c'est très compliqué. Vous imaginez, c'est des informations constantes qui passent, comme une télé qui est allumée non-stop, qui zappe non-stop. Et les informations qui sont censées arriver dans le corps de façon un peu plus structurée,
Pour savoir comment on va réagir, eux, c'est comme s'ils avaient tout le temps une information coupée. Donc, ils entendent un, comme ça qui passe dans le corps. Donc, c'est juste insupportable à vivre. Donc, eux, c'est énergivore pour eux, parce qu'il faut contrer, il faut gérer tout ça. Et c'est énergivore pour les parents, parce que il faut s'adapter à une société qui parfois n'est pas du tout adaptable. Il faut gérer. C'est énergivore pour eux, ça demande énormément, c'est stimulant, plus. Et donc, il faut savoir aussi se ressourcer, se reposer, prendre soin de soi. Et ça, c'est pas facile tous les jours quand on est parent. C'est ce que j'allais dire, c'est que c'est encore ce que je lisais sur un groupe là dans la semaine, c'est que le prendre soin de soi, quand il y a des enfants neuroatypiques, il y a également, je pense que tu vas nous en parler, cette fragilité au niveau du couple. Parce que souvent, c'est un des deux parents qui est en capacité de comprendre parce qu'il est lui-même porteur de ce trouble. Et donc, il y a cette facilité-là de comprendre un petit peu plus l'enfant. Mais du coup, il y a un niveau de dissonance entre les deux. Enfin, il y a une dynamique familiale qui, à mon sens, est un peu perturbée et qui peut engendrer des conflits au sein de la famille qui peuvent être hyper compliqués à gérer aussi, en plus, au quotidien, quoi. Mmh. Mais c'est un petit peu comme je disais tout à l'heure avec les instits. Il faut absolument que les parents, et là-dessus, il faut le savoir, il faut comprendre comment ça fonctionne dans leur tête. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a compris le fonctionnement et qu'on sait à peu près comment c'est organisé à l'intérieur, voire désorganisé, eh bien, le quotidien, il change. C'est-à-dire qu'on va mettre du sens sur pourquoi il va falloir lui structurer la journée. Un TDAH, il ne sait pas structurer. C'est très compliqué pour. Alors, pas tous, hein, évidemment, comme on l'a dit, ils sont tous un petit peu différents, évidemment. Mais pour certains, en tous les cas, ils peuvent pas, par exemple, s'habiller de façon. Vous savez, nous, on part, on va s'habiller, clac, clac, clac. Et ensuite, on passe à autre chose. Un TDAH, il peut mettre sa culotte, repartir, mettre son cartable, repartir, mettre ses chaussettes, finir, laisser cornflakes, repartir. C'est pas structuré. Ou alors, il met ses vêtements à l'envers et il s'en rend même pas compte. Et part comme ça à l'école. Enfin, c'est assez particulier comme énergie. Et c'est pas structuré. Sauf que quand moi je vois les parents et que je leur explique, mais dans son cerveau, c'est impossible de le faire. Vous pouvez le répéter tous les jours, des centaines d'années d'affilée. C'est très compliqué pour lui de l'intégrer. Donc, comment on fait? Eh ben, on va trouver des cartes, des images. Donc, c'est là que je construis les outils avec chaque famille de façon personnalisée, parce que sinon, c'est pas possible, hein, parce que c'est pas une généralité. Pas tous les TDAH sont comme ça. Et je dis, faut sortir la carte. Qu'est-ce qu'on met au début? On met la culotte, on met les chaussettes. Évidemment, au bout d'un moment, le cerveau est entraîné et donc enregistre les informations, heureusement. Et donc, ça va de mieux en mieux. Mais si les deux parents ne sont pas acteurs là-dedans, il y en a un qui va s'épuiser parce qu'il va porter tout pour tout le monde et l'autre qui va être dans l'incompréhension. Ce qui fait que la communication ne passe plus. Et quand il y a de l'incompréhension et la communication ne passe plus, et ben, c'est pas du tout soutien pour les enfants qui ont besoin justement de quelque chose de très sécure, très serein, très clair. Et donc voilà, on arrive dans un cheminement un peu particulier. Donc après, il y a tous les accompagnements de guidance parentale familiale où je prends tout le monde et je leur explique un petit peu comment s'activer. Mais chacun avec ses compétences, parce que vous voyez bien que les mamans et les papas, ils font pas les mêmes choses. Et eux-mêmes ne fonctionnent pas de la même manière. C'est ça. Du coup, il y a Aurélie qui confirme que Oui. pour celles de garçons HPI-TDAH, c'est difficile et pour eux et pour nous. Je confirme, hein, moi, j'ai mon grand qui est HPI et TDA et le deuxième qui est TDAH. On est content quand ils vont se coucher. Ils arrivent à dormir. S'ils arrivent à dormir et qu'ils n'ont pas de trouble du sommeil. Moi, j'ai de la chance de ce côté-là. Et j'ai une question du coup d'Aurélie. Qui peut nous donner des idées matières pour les aider? C'est un peu le but déjà de la tisane des mamans de ce soir. Hein, je pense que vous l'aurez compris. Il y a de plus en plus de choses qui existent. Il y a de plus en plus de conférences autour des différents troubles, de plus en plus de professionnels. La grande difficulté, je dirais, en tant que parent, c'est de trouver des professionnels, puisque aujourd'hui, il y a quand même des listes d'attente, ne serait-ce que pour faire les bilans, qui sont justes, mais voilà. Et en plus, ça dépend de la région. Donc ça, c'est vraiment très compliqué. Alors, pour vous accompagner, aujourd'hui, vous avez beaucoup d'éducateurs, un peu comme moi, qui sont en libéral
et qui accompagne les familles 1 heure par semaine ou 2 pour venir aider les enfants à mieux comprendre les émotions, voilà, on fait un petit check de qu'est-ce qui s'est passé cette semaine et on reprend avec l'enfant tous les moments un peu compliqués et on lui explique aussi parce que les enfants n'ont pas forcément lecture des émotions et certains ne comprennent pas la réaction de leurs parents, ne comprennent pas qu'il faut faire différemment et pourquoi il faut faire différemment, quel sens ça a. Voilà. Et donc, les éducateurs viennent un peu en soutien à reprendre les situations complexes pour mettre du sens, mettre des mots. Et on fait un brief en famille et on explique qu'est-ce qu'on ressent à l'intérieur de son corps quand il se passe telle et telle situation. Et ça aide énormément parce que c'est un suivi qui est sûr, déjà. Sur toutes les semaines, vous savez que vous la retrouvez. L'éducatrice ou l'éducateur se déplace à domicile. Donc, vous bougez pas. Vous êtes dans votre environnement. Et ça, c'est un plus pour les enfants parce que quand on les bouge d'environnement, moi, quand je les reçois au cabinet, pour certains, c'est très difficile. Ça les agite encore plus. Donc, des fois, il faut s'adapter aussi aux situations. Mais là, vous avez déjà ces nouveaux professionnels qui sont là, qui sont très bien formés en neuroatypie et qui peuvent vous aider. On n'est pas nombreux, par contre. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Et moi, ce que je trouve très bien, alors on en parlait juste avant en off, c'est la création de ces groupes de parole pour les enfants que tu as constitués, que je trouve ça juste génial. Bon, le mien ne veut pas y aller, il a un petit peu ce côté peur de l'inconnu, mais en fait, je trouve ça... on fait beaucoup des cercles de femmes où on peut justement libérer la parole de la femme. Et je trouve ça juste génial, ce concept de pouvoir créer la même chose pour les enfants, qu'ils aient cet espace à eux, sans les parents, parce que des fois, c'est aussi compliqué pour les enfants d'exprimer des choses en présence des parents. Voilà. Oui, et c'est très important, en fait. Je me rends compte que les enfants, ils ont plein de choses à dire et qu'ils ont souvent les solutions à leurs problèmes. Donc ça, c'est pas mal. Quand je leur dis, mais c'est quoi la solution? Bah, il faut que je fasse comme ça. Ah bah oui, alors évidemment, du coup, comment on fait en vrai? C'est très rigolo. Ce qui est intéressant là dans ces groupes de parole, c'est que déjà, ils se retrouvent entre eux, entre pairs, donc ils ont des âges à peu près identiques pratiquement. Et ça permet de se ressourcer, de dire, ah mais toi aussi tu vis ça, ah mais toi aussi tu vis ça, toi aussi t'es comme ça. Donc, c'est ce qui est incroyable, c'est que j'ai beaucoup de neuroatypiques, évidemment, qui viennent me voir. Donc, dans le cercle, ils se retrouvent. Ah ouais, mais toi aussi, ils te disent ça. Et en fait, ils se rendent compte de l'étiquette, qu'ils sont différents. Et c'est ça qui pose problème, vraiment. Parce qu'on sent qu'eux, le mercredi, ils ont plein de thérapeutes à aller voir, plein de médecins, plein de ci, plein de là. D'autres vont au foot et vont profiter de leurs copains. Et eux, socialement, c'est très compliqué pour eux, ça, d'accepter ça, cette différence. Donc, j'essaye de leur expliquer que leur cerveau est juste magique, qu'il est difficile pour les autres à comprendre, parce que la magie, elle n'est pas donnée à tout le monde. Et qu'ensuite, une fois qu'on comprend le fonctionnement à l'intérieur, les enfants, déjà, il faut qu'ils acceptent. Et ça, c'est un trouble du développement. On ne peut absolument pas le maîtriser. Donc, et l'acceptation n'est pas facile pour les enfants. Donc, le groupe de parole, c'est vraiment un groupe de soutien. Voilà. Ils cherchent de la ressource et du soutien, et ils ont plein de bonnes idées pour gérer les situations des fois émotionnelles assez complexes aussi à l'école. Tu parlais de l'acceptation. Il y a les rendez-vous le mercredi, il y a aussi les rendez-vous sur le temps scolaire parce que malheureusement, les plannings ne sont pas extensibles et pour les professionnels et pour les parents. J'aime beaucoup le message du coup de Blandine, transformer les particularités en super pouvoirs. Mais oui. C'est exact. Blandine. Blandine, ça devient une habituée de la tisane des mamans aussi. Mais c'est vrai, hein, je vois moi les premières fois où on a pu mettre des mots sur les mots de mon grand et finalement de commencer à lui dire que non, c'est pas grave ce que tu as, c'est juste qu'il y a besoin d'adaptation. La primaire a été très compliquée, par contre le collège, et ce qui est souvent dit des professionnels, c'est que le collège peut être un facteur défavorisant où ils peuvent décompenser. Alors moi, il a décompensé, mais hyper positivement, c'était la libération. Hein. Tu sens que la primaire, c'était la prison et que le collège, c'est la liberté. Il a décompensé à l'envers. Le cadre est un peu différent. Après, ça dépend vraiment de la sécurité aussi interne qu'ils peuvent avoir. C'est-à-dire que les enfants, malgré leurs troubles, ils grandissent comme tous les autres avec une sécurité interne plus ou moins forte. Et ça joue énormément aussi sur l'attention, la concentration.
parce qu'en étant en insécurité, même nous en tant qu'adultes, hein, quand on vit des périodes un peu difficiles, on se sent en insécurité, on a besoin de retrouver nos ressources, nos repères, notre famille, des choses stables sur lesquelles on peut s'appuyer. Et si à l'intérieur déjà de nos repères stables, ça bouge, eh bien un enfant qui en plus a des neuroatypies, c'est encore plus difficile pour lui. Donc suivant l'insécurité interne qu'il peut avoir, il va gérer plus ou moins bien cette histoire de cadre qui change au collège notamment. Ouais. Mais du coup, sur cette histoire de cadre, punaise, j'avais une question, elle m'a échappé. Sur cette histoire de cadre, moi j'ai l'impression, alors c'est peut-être parce que j'ai 2 enfants neuroatypiques et que je le suis certainement aussi, avec cette éducation bienveillante qu'on a tendance à parler un petit peu énormément, en tout cas sur les réseaux sociaux, où on doit être à l'écoute de l'enfant en permanence, même des fois dans l'extrême. Et je pense, et c'est qu'un avis perso, qu'on manque de cadre, alors que les enfants neuroatypiques, et je dirais même l'enfant qui n'est pas neuroatypique, a besoin de cadre pour pouvoir justement se sentir sécure et de pouvoir grandir. Je ne sais pas si toi, tu arrives à le voir, cette notion-là de cadre qui peut être parfois peut-être trop flexible, je ne sais pas si ça se dit d'ailleurs, mais tu vois, qui est peut-être trop large. Oui, ou parce que alors il y a plein de raisons pourquoi ça part un peu dans tous les sens actuellement. C'est que déjà on a une mauvaise lecture de ce que c'est l'éducation bienveillante. L'éducation bienveillante, ça ne veut pas du tout dire qu'il ne faut pas mettre de cadre. Bien au contraire, les enfants, ils ont besoin d'un cadre. Le cadre, c'est quoi? C'est ce que j'explique aux familles que j'accompagne, c'est une carte GPS. Les enfants, ils arrivent, ils n'ont absolument rien. Ils ont un papier blanc, voilà. Pour se diriger dans le monde, c'est un peu compliqué. Et le cadre va permettre de leur dire, là, tu peux y aller, là, c'est sens interdit, là, c'est stop, là, là, il y a plusieurs possibilités, etc. Donc, ça dessine le GPS des enfants. Donc, imaginez bien que si la carte est laxiste, d'accord, ou qu'il n'y a pas ou très peu de cadre, la carte ne va pas être bien claire. Et donc, on peut se perdre. Et quand on se perd, c'est un petit peu la galère pour retrouver sa route, surtout quand on a une carte qui est pas bonne. Donc, c'est ce que j'explique. Le cadre, il est extrêmement important. Il faut juste qu'il soit respectueux et juste. Notre neuroatypique, en plus, eux, très, très complexe, la justice, ils y tiennent fortement. Voilà, un parent qui va, je vous dis n'importe quoi, hein, mais demander ou va mettre un interdit que le parent lui-même fait, ça va être très compliqué. Et ça, il ne va pas supporter, il va partir en crise assez rapidement. Donc, il y a plein de choses comme ça, mais le cadre est essentiel pour tous les enfants, neuroatypiques ou pas, mais neuroatypiques encore plus. Ça ne veut pas dire qu'il faut être très sévère ou rien à voir, c'est juste que le cadre, il faut qu'il soit juste, bien posé, explicite et très clair. Donc, par exemple, ranger la chambre, ben, c'est pas clair. Et pourtant, nous, c'est très clair. C'est-à-dire, on sait très bien ce qu'on a à faire, on voit bien là où on va, etc. Mais pour les enfants, en plus des neuroatypiques, c'est pas clair. Donc, il faudrait vraiment leur dire, il faut ranger les vêtements dans l'armoire, il faut vraiment tout détailler, voilà, au maximum, pour qu'ils puissent le mettre dans sa tête et après le mettre en action. Et ça, c'est assez sportif pour les parents. Je comprends. Mais j'en ai un me dit, mais pourquoi tu veux que je range ma chambre? Elle est rangée? Voilà. Non, non, on voit plus le sol. Elle n'est pas rangée, ta chambre. Donc, mais il y a cette difficulté aussi d'initiation. Alors plus pour le TDAH, difficulté, c'est des fois ils savent ce qu'il faut faire, mais ils n'ont pas les connexions pour pouvoir initier la tâche. Et des fois, il faut la démarrer avec eux. Et ça aussi, c'est très énergivore. Oui, tout à fait. Comme au collège, d'ailleurs, c'est là où c'est difficile. Ils commencent, vous savez, les rédactions avec l'introduction, le développement du texte, conclusion, etc. Et alors là, il y en a qui bloquent total, ils ont la page blanche. Mais c'est justement pour démarrer. Donc, pour démarrer, il faut toujours être un peu derrière. Malheureusement, là-dessus, on n'a pas encore trouvé de choses très claires. Après, on peut avoir des petites sonnettes, des petites choses qui disent quand ça sonne, il faut s'activer à ce moment-là. C'est un peu une sorte de jeu de course dans la maison. Mais ça ne marche pas avec tous.
Il y en a, ils ont vraiment besoin de tenir la main voilà, pendant plus longtemps que d'autres. Ouais. Mm. Je voulais partager le commentaire du coup de Blondir. On a fait le choix de transformer les particularités de notre princesse neuroatypique en super pouvoir, mais pas toujours évident de le faire comprendre à l'école. On ajoute une étiquette de menteuse car les super pouvoirs n'existent pas. Oui, oui, je comprends bien. Alors après, je les explique comme ça aux enfants parce que c'est quelque chose, pour moi, la neuroatypie, elle est quand même si c'est difficile à vivre à l'intérieur, c'est quand même des cerveaux extraordinaires qui ont des facilités que d'autres n'ont pas. Et ils voient des choses, ils sont très clairvoyants que d'autres n'ont pas. Et ils ne pourraient pas le faire, le voir s'ils n'avaient pas leur neuroatypie quelque part. Et je me dis que c'est eux qui feront bouger les choses un jour. Donc, pour moi, c'est quelque chose de très positif. Et quand on leur dit que oui, ils sont différents, mais de façon positive, eh bien, et l'acceptation arrive plus vite. Ensuite, à l'école, eh bien, il va falloir l'expliquer. Alors, c'est vrai que le super pouvoir, en effet, ça n'existe pas, mais ça, ils ne savent pas, en vrai. C'est ce que j'explique aux gens. Je dis ça, les super pouvoirs, peut-être qu'on ne les voit pas, ils sont invisibles. Donc, après, chacun croit ce qu'il veut à l'école. Mais votre fille, j'ai envie de dire, il faut continuer de la porter de façon positive et tant pis ce que disent les autres, en fait. Voilà, elle est exceptionnelle et il faut qu'elle garde ça en tête. C'est pas toujours évident parce que à cet âge-là, d'ailleurs, je sais pas quel âge elle a, ta fille Blandine, mais quel que soit l'âge, ils sont quand même pas tendres entre eux. Oh non, bah non. Ils sont, enfin, et ça commence finalement de bonne heure où on se dit en maternelle, machin truc, mais les méchancetés arrivent très tôt. Et en plus, il y a cette hypersensibilité chez nombreux de. Bah, tu vois, elle a cette ambichette. Ouais. Là, c'est l'âge en fait où le mensonge arrive en fait pour de vrai. Hein. C'est-à-dire que le développement du cerveau, les enfants à 7 ans, vous savez, on dit que c'est l'âge où ils sont sages. Non, ça c'est une théorie, là, ça ne fonctionne pas. Non, en vrai, c'est juste qu'ils ont l'âge de raisonnement. Donc, ils arrivent à comprendre l'impact qu'ils peuvent avoir sur les adultes, sur les gens. Ils arrivent à mieux comprendre et à cerner ce qui se passe autour d'eux. Donc, entre eux, c'est la même chose. D'accord? Ils ont le raisonnement de tiens, si je fais ça, ben ça c'est bien, t'es ma copine, ça c'est pas bien, t'es pas ma copine. Ça va très très vite, le jugement, c'est un peu le jugement lundi t'es ma copine, mardi t'es plus ma copine, faut suivre, hein, voilà. Surtout chez les filles. Hein. Surtout chez les filles. En effet. Donc oui, c'est un âge un peu compliqué parce qu'ils testent énormément de choses. Ça, c'est vrai. Et en effet, c'est l'âge aussi où ils font les petits. Alors, le mensonge, c'est un grand mot, mais c'est les petits mensonges. Après, ils vont dire non, je déconne, c'est pas vrai. Ils vont avoir ce genre de réaction-là quand ils vont voir les adultes dire t'es sûr de toi. Et tout de suite, ils vont revenir en arrière. Ils voient que c'est pas des choses à faire et le comprennent assez vite. Donc, ça ne dure pas. Ça ne dure pas. D'accord. Nos neuroatypiques, malheureusement, ils prennent ça pour argent comptant. Et ils n'arrivent pas à passer au-dessus parce que la blessure, elle est réelle. Donc moi, ce que j'explique aux enfants, c'est que quand on est à l'école, on fait sa bulle de protection. J'explique que voilà, autour de soi, on peut créer sa bulle de protection quand on se sent pas bien, quand on est en colère, quand on est triste, quand on est aussi joyeux et qu'on a envie de le garder que pour soi. On fait sa bulle de protection. Et tout ce qui se passe à l'extérieur de la bulle ne nous atteint pas à l'intérieur de nous. Ça reste à l'extérieur du corps. Mais quand ça arrive, il faut en faire quelque chose parce que les enfants ne peuvent pas le faire, ça. Nous, on peut, mais nos petits ne peuvent pas le faire. Donc, je leur demande de dessiner sur un bout de cahier. Il y en a certains qui ont un cahier avec eux à l'école et d'écrire ce qui s'est passé. Et en fait, le fait de l'écrire ou de dessiner un code, il y en a qui m'écrivent un chiffre, il y en a qui ont un code, un dessin ou des choses comme ça. Et je comprends qu'à ce moment-là, cette semaine, quand je viens les voir à la maison ou quand ils viennent me voir au cabinet, je comprends que dans la semaine, il y a eu tout ça qui s'est passé. Et ça me permet, moi, de retravailler de lui ou d'elle de comprendre qu'est-ce qui l'a blessé. Et ensuite, quand on reparle de qu'est-ce qui s'est passé vraiment, en fait, on se rend compte que bah non, c'était pas grave, en fait. Ce qu'elle a dit, la fille, bah, c'est parce qu'elle est jalouse, parce que j'ai des super pouvoirs et qu'elle voudrait peut-être avoir aussi les mêmes.
Et donc, on reste dans la communication positive, dans la bienveillance quand même entre enfants. Voilà. Mais c'est des choses qu'ils posent, par contre. Ouais. Ce qui est quand même important, alors moi, c'est ce que je vis avec mon plus jeune, c'est la temporalité des choses aussi sur cette neuroatypie-là, où en fait, et tu vois, on l'a vécu dans la semaine, c'est que il sort de l'école, il te dit ouais, il s'est passé ça, mais en mode ouais, enfin voilà, ça s'est passé quoi. L'autre, il m'a cassé les pieds, tu te dis ouais, c'est passé au-dessus. Et 2 heures plus tard, donc c'est le soir et c'est pile poil 17-18 heures quand tu vois le soleil se coucher, la grosse crise de sanglots, tu te dis mais je comprends pas ce qui se passe. Et là, on voit le débordement, la cocotte émotionnelle qui explose ou qui implose. En tout cas, il y a des choses qui sortent et là, tu te dis, mais attends, tout à l'heure, on en a parlé, tu m'as dit que c'était bien passé et que là, ils revivent cette émotion à l'instant T, mais décuplée. Et du coup, tu vois, en termes de temporalité, ben, des fois, on est quand même un peu perdu sur le truc, quoi. Ah ouais. Et oui, ils n'ont pas la notion de construction du temps comme la nôtre. Hein. Donc, c'est beaucoup plus difficile. Maintenant, quand il sort de l'école et qu'il vous dit ça, vous savez que 2 heures après, tu sais que ça va sortir, que ça risque d'arriver. Donc, c'est pour ça, des fois, leur donner un système de… Il y en a qui ont des smileys sur les frigos. Il y en a qui ont, vous voyez, des petites étiquettes, des petites photos où les enfants, ils arrivent à la maison, ils mettent tout de suite, sans parler, sans rien dire, l'étiquette qui correspond à leur humeur du jour. Et on en parle après, c'est-à-dire qu'ils arrivent, ils peuvent très bien mettre le bonhomme rouge de colère parce qu'il a vécu sa frustration, etc. Et on sait qu'on aura le temps de discussion qui arrivera après. Voilà. Mais voilà, ils le posent et au moins c'est fait. C'est des petites astuces qui peuvent marcher chez certains, alors pas chez tout le monde, mais ça marche. C'est vrai que il y a besoin de beaucoup de communication. Et justement, pour les mamans, parce que mine de rien, moi j'ai beaucoup de mamans, c'est la tisane des mamans. Comment, quand on a ce genre d'enfant, on arrive à prendre du temps pour soi quand on n'a pas de répit ou des difficultés à lâcher, parce qu'il y a ça aussi de l'histoire du contrôle, de lâcher son enfant, parce que moi je le connais mieux que tout le monde, et donc du coup si je le donne à quelqu'un, il le connaîtra pas aussi bien que moi, il fera mal les choses. Mais il y a ce besoin, à un moment donné, tu le disais en tout début d'émission, ce besoin d'arriver à prendre du temps pour soi et à pouvoir souffler et avoir des soupapes de sécurité. Alors, je vais juste avant. Est-ce qu'il n'y a que des TDAH? Non, il n'y a pas que les TDAH. On parle du TDAH. Il y a tout ce qui est trouble 10. Vas-y, Caroline, c'est ton domaine. Moi, je parle du TDAH parce que mes 2 enfants ont un TDA, un TDAH. Mais il y a tout ce qui est trouble 10. L'HPI ne rentre pas dedans, même si. Ce n'est pas un trouble. J'ai retenu. Même si eux aussi, ils ont des spécificités parfois envahissantes, mais ce n'est pas un trouble, n'empêche qu'ils sont neuroatypiques quand même. Voilà. Il y a tout ce qui est TDA sans le H, le TSA, tous les troubles autistiques qui rentrent là, et tous les 10. Ouais. Et souvent, sur le côté HPI, tu as quand même des troubles 10 associés, la plupart du temps. Hein. Ouais. Il peut y avoir des comorbidités en effet qui s'associent, et même sur les TDAH, parfois on a du HPI aussi, ce qui se ressemble énormément les deux, sur certains points, pas sur tout. Mais c'est deux neuroatypiques qui se ressemblent beaucoup au niveau comportement. Ok, car mon fils a des TOP, donc troubles oppositionnels. Oui, les TOP en font partie également. Ah oui. C'est un des troubles les plus difficiles d'ailleurs à gérer, je crois. Dans les familles, en tous les cas que j'accompagne, c'est celui-ci qui est plus difficile. Surtout quand il y a de l'agressivité. Ça, c'est très dur. Parce que là, en tant que parent, il faut accueillir. Il ne faut pas le prendre pour soi, parce que l'attaque, elle n'est pas forcément donnée pour soi, évidemment. Et il faut derrière rassurer l'enfant, l'aider à se calmer. Et après, il faut s'aider soi à se calmer. Et je vous garantis que ce n'est pas si simple que ça.
Mmh. Et du coup, à quel moment on arrive à prendre du temps pour soi quand on a justement ces enfants Mmh. neuroatypiques qui nous prennent énormément de temps, Mmh. énormément d'énergie. Moi, je dis, hein, je joue au Tetris émotionnel. Et que du coup, c'est vrai que ben, il y a des moments où en fait, on n'en peut plus. Enfin, notre cocotte, notre propre cocotte émotionnelle. Et c'est ce que j'avais adoré dans ta formation que j'avais faite avec toi, c'est que tu remettais les émotions des parents en avant, et ce que je retrouve pas forcément dans plein de contenus sur les réseaux sociaux où on parle d'accueillir les émotions des enfants, c'est un fait. Mais à quel moment j'accueille mes propres émotions et que je prends aussi soin de moi en tant que maman, en fait. Ouais. Et ce qui est incroyable, c'est que nos émotions et celles des enfants vont rentrer en miroir. Ce que j'expliquais lors de la formation quand je t'ai eu avec moi, c'est que nos neurones miroirs se mettent en place avec celles qu'on reçoit de nos enfants ou de notre conjoint, voilà. Et ça, c'est le piège de notre cerveau. C'est pas toujours simple à gérer. Mais quand notre enfant, hop là, donc ça, c'est un cerveau qui est fini, 25 ans. Voilà, censé. Attention, nous avons les émotions et le raisonnement qui sont censés se connecter, 25 ans, voilà. Et quand on pète un plomb, hein, quand chut, la casserole est pleine, ça déconnecte. On est OK. Nos enfants à nous, même à 15 ans, ils sont encore là. Ils ne sont jamais connectés. Du coup, pour monter, c'est beaucoup plus rapide. Voilà. Mais si lui, il est comme ça en rentrant de l'école, vos neurones miroirs, ils vont se mettre au même endroit qu'eux. La force des adultes, normalement, qui sont bien connectés, c'est de rester connectés. Donc, à chaque fois que vous allez recevoir des émotions un peu difficiles, il va falloir prendre un temps avant de répondre. Et c'est là la complexité, c'est qu'il faut bien souffler un petit coup. Je pourrais vous donner des petites astuces avec les doigts, tout ça, pour essayer de se reconnecter à soi, faire un peu d'ancrage et ensuite d'essayer de rester le plus calme possible pour que lui redescende en fait, parce que lui, il ne pourra pas le faire tout seul. Et ça, c'est pas facile du tout. Déjà, ça, c'est très énergivore pour vous, clairement. Ensuite, évidemment, le mieux du mieux, c'est de pouvoir sortir de la maison, faire garder vos enfants, etc. On est d'accord. Seulement, ça se fait pas tout le temps, pas du tout. C'est même très rare, en vrai. Donc, je propose, moi, aux familles, le totem à soi. Est-ce que vous connaissez le totem à soi? Peut-être pas. Le totem à soi, c'est quoi? C'est je demande aux mamans, alors particulièrement aux mamans, parce que j'ai beaucoup de mamans, voilà. On se demande pourquoi d'ailleurs, de choisir un objet totem. Voilà. Et cet objet totem, c'est le totem de prendre soin de moi. À l'intérieur, elles y mettent ce qu'elles aimeraient pour elles. Voilà. Et elles vont devoir prendre soin de ce totem. Et ça veut dire que quand elles le sortent, et c'est un temps pour elles. Elles le sortent n'importe quand dans la maison. Le totem est connu de tout le monde. Et quand il est posé à tel endroit, c'est que la maman, elle a besoin de son quart d'heure. Et personne de la maison n'a le droit de la déranger à ce moment-là. C'est la règle. Voilà. Et en fait, ce qui se passe dans ce truc-là, c'est que les mamans l'utilisent pas mal, ce qui fonctionne bien, hein, parce que c'est respecté, ça fait partie d'une règle de cadre, etc. Donc, c'est pas longtemps. C'est un quart d'heure, c'est une douche, un temps de lecture, un temps d'une chanson, le temps de se défouler quelque part. Enfin bon, voilà. C'est le totem, il est sorti. Ce qui est rigolo dans certaines familles, c'est que tout le monde a eu son totem. Alors ça, c'est assez drôle. Je dis par contre, la règle, c'est que le totem, c'est chacun son tour, sinon on s'en sort plus. C'était très rigolo parce que du coup, quand l'ado, il sort son totem, on sait qu'il faut le laisser tranquille et que là, il a son moment à lui. Et c'est très respectueux, en fait, des besoins de l'autre. Voilà. Et ça, c'est très important d'expliquer aux enfants que oui, je suis ta maman, oui, je suis ton papa, mais oui aussi, j'ai besoin de prendre soin de moi pour pouvoir prendre soin de toi derrière, déjà. Mais je ne m'oublie pas en tant que femme. Et ça, c'est très important, les mamans. Je vous invite à faire très attention à ça, de ne pas vous perdre. Parce que vous êtes maman, mais aussi une femme. Et donc, ça, c'est très important. Et il ne faut pas vouloir tout de suite. Voilà, quand on a des enfants neuroatypiques qui prennent beaucoup, beaucoup de place, il faut gagner 5 minutes par jour, à peu près, on essaye d'avoir 5 minutes pour soi, se recentrer, se donner des mots positifs, etc., de ce qu'on a fait, d'être fier de ce qu'on a fait, ça c'est très important. Et le totem à soi marche pas trop mal.
Et le jour où vous avez 1 heure, vous venez me voir, comme ça, je vous fais un massage et comme ça, vous repartez, vous êtes reconnecté, Nickel. tranquille. Je pense aussi c'est une sorte, il faut s'autoriser aussi parce qu'on a peur, on culpabilise, que ça se passe mal, que on sait pas, que ça se gère pas bien parce qu'on aime le contrôle aussi. Mais ça c'est comme ça, c'est les mœurs aussi qui veulent ça. Hein. Les mamans, elles protègent, elles sont là pour ça. Donc c'est très compliqué de lâcher. C'est Donc ça. faut s'autoriser aussi, ouais. On parlait des super pouvoirs des enfants neuroatypiques. Moi, j'ai envie de parler des super pouvoirs des mamans qui ont leur cape de superwoman aussi. Oh Et oui. qu'à un moment donné, ben, superwoman aussi, elle se repose, elle fait tomber la cape. Hein, Superman, il est pareil. Et qu'à un moment donné, si on veut pas arriver, et je vais aller à l'extrême volontairement, si on veut pas arriver au burn-out maternel, qui est quand même de plus en plus fréquent et je pense beaucoup plus fréquent quand il y a des neuroatypies, on parlait des tops, en effet, qui sont clairement pas évidents à gérer tous les jours. Certains TSA qui sont également hyper compliqués. En fait, à un moment donné, si vous ressourcerez pas, votre cocotte émotionnelle, elle fait boum badaboum et avec des dommages collatéraux, quoi. Pour moi, j'ai dû laisser Mathis dans un ITEP 2 soirs par semaine pour ne pas sombrer car je n'y arrivais plus. En fait, moi, j'ai juste envie de te féliciter, Aurore, d'avoir réussi à le faire parce que c'est clairement pas des choses qu'on arrive à faire en tant que maman, à pouvoir se dire je laisse mon enfant et c'est pas l'abandonner, c'est juste que je prends soin de moi aussi pour, comme le disait Caroline juste avant, en fait, pour prendre soin de lui derrière aussi, quoi. Exactement, c'est très courageux. Ouais. Et c'est aussi un acte d'amour. Moi, je le dis souvent aux mamans, c'est vous donnez beaucoup d'amour, plein, 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 plein. Et c'est quelque chose d'infini. C'est un puits infini, l'amour maternel, d'accord? Et après, qui prend soin de vous? Voilà. Et c'est un acte d'amour envers vous aussi, je crois. Vraiment, j'y crois à ça. Et il faut vous aimer, il faut aussi avoir des preuves d'amour envers vous, de prendre soin de vous. Vraiment. Et c'est clairement pas. Alors moi, là, je vais parler en connaissance de cause puisque je l'ai fait aussi. C'est clairement pas le fait de prendre soin de vous, c'est pas abandonner ses enfants en fait. Non. C'est vous allez vous permettre de souffler, de respirer, de vous reconnecter à votre boussole intérieure. C'est bien, je l'avais encore pas casé. À votre boussole intérieure. Et c'est hyper important de pouvoir se dire, j'existe en fait en dehors de ma vie de famille, j'existe à part entière. Et aujourd'hui, il y a de plus en plus des ateliers qui existent, qu'on soit un petit peu dans la spiritualité, dans le développement personnel ou d'autres choses. Qu'est-ce qui vous fait réellement plaisir? On est à la 7e émission et il y a eu plein de thérapeutes avant qui vous ont proposé des petites choses, mais qu'est-ce qui vous fait réellement plaisir et qui vous permettent on parlait de bouquiner, mais vous pouvez vous faire une petite marche dans la nature qui aide l'ancrage, hein, voilà, vous pouvez faire du dessin, du tricot, il y a tellement de choses que si à un moment donné, on est tellement déconnecté de soi qu'il faut aussi essayer. C'est ça, Aurore. C'est très dur à faire, mais quand on n'a plus le choix, finalement, ça nous fait du bien à tous les deux. Mais c'est exactement ça, en fait. À un moment donné, la coupe émotionnelle, on arrive à un point de telle saturation vis-à-vis de notre enfant qu'on ne le supporte plus et on ne se supporte plus, on supporte plus la maman qu'on est devenue, en fait. Exactement. Et faut bien expliquer aux enfants que c'est là où c'est difficile de trouver les bons mots parce que ils sont pas responsables de ça. C'est-à-dire que c'est le comportement qui est difficile à gérer, mais eux, ils le gèrent pas. Donc c'est vraiment un besoin. Faut vraiment travailler là-dessus. Et j'invite vraiment les enfants à reconnaître leurs propres besoins. Vous savez, on a la pyramide de Maslow qui nous guide autour de ça. Besoins physiologiques, besoins de sécurité, d'appartenance, tout ça. Très important à les connaître. Et donc les enfants, quand je leur dis, mais tu vois, papa et maman, là, ils sont dans un besoin très difficile, ils n'arrivent plus à t'aider dans le besoin où tu es. Et donc pour ça, ils ont besoin de se reposer, ils ont besoin de prendre soin d'eux, ils ont besoin de sortir. Nous avons des enfants quand même qui refusent ça, qui empêchent leurs parents de le faire, qui hurlent dès que les parents sortent, que c'est très compliqué, ils ont peur, c'est juste parce qu'ils ont peur. Donc il faut apprendre à se séparer. Il y a plein d'étapes à passer avant ça.
Mais c'est très important de prendre soin de vous, vraiment. Vous ne serez pas efficace de toute façon sinon. Voilà. Et je pense que ça fait partie d'un cadre et d'une hygiène de vie. Et c'est ce que tu disais tout à l'heure, on a un historique. Hein. Pendant très longtemps, la femme était à la maison à s'occuper des enfants. Et aujourd'hui, on n'est plus à la maison. On travaille, on a une vie et finalement, on se rend compte qu'on a besoin d'avoir notre vie également en tant que femme et de pouvoir s'épanouir en tant qu'être humain à part entière. Et pas uniquement d'être. Alors après, je dis pas, hein, ça peut convenir à certaines personnes, mais d'être que cette image-là de je suis la maman de. Je suis aussi Élodie, femme à part entière, et je suis aussi la maman, mais je suis une femme avant tout aussi. Hein. Mm. Ah ben ça, je comprends, Blandine. Depuis que je m'autorise à sortir occasionnellement, on est encore plus fusionnel. Parce que tu t'autorises à être toi, en fait. À être toi en dehors de ton couple, en dehors de ta famille. Et du coup, tu peux être beaucoup mieux dans tes baskets et accepter des liens. Hein. Et puis les enfants, vous savez, ils savent en fait que c'est fatigant de s'occuper d'eux. Hein. Ils ont compris que les adultes autour s'agitaient beaucoup, que les mamans réagissaient pas toujours pareil avec les autres enfants, etc. Ça, ils le sentent bien. Et ils culpabilisent un peu de ça. Ils le disent pas, hein, attention, des fois c'est inconscient. Et ils culpabilisent pas mal. Et donc, c'est bien aussi que vous puissiez lui dire hey, tout va bien pour moi, en fait, regarde, j'y arrive, je sais bien prendre soin de moi. Et c'est pas toi qui dois faire ce travail-là. Voilà, les enfants ne peuvent pas le faire à votre place, c'est impossible. Ils ont déjà tellement à gérer. C'est ça. Et je trouve que c'est leur donner aussi un très bel exemple de dire regarde, moi je prends du temps pour moi parce que j'ai besoin de m'occuper de moi. Et c'est de leur dire toi aussi, en fait, tu as le droit d'avoir ces temps-là pour pouvoir t'occuper de toi. Alors que ça peut être difficile et il peut y avoir besoin d'un coup de main. Moi, je vois, j'ai mon petit dernier qui est un véritable koala ou une sangsue au choix. Et du coup, c'est des éponges émotionnelles. Et en fait, je sais, hein, moi, dès que je vais pas bien, il est collé à moi. Il me dit, mais câlin. Et du coup, moi, aujourd'hui, j'apprends à lui dire, est-ce que le câlin, c'est toi qui as envie de me le faire réellement ou c'est un câlin pour moi ou c'est un câlin pour toi? C'est quoi ton besoin derrière ce câlin-là? Parce que, et en fait, ils ressentent tout, mais décuplé enfin, déjà que c'est des éponges émotionnelles, ils absorbent hein, nos émotions. Et du coup, c'est vrai qu'il y a ce côté avec la neuroatypie, en fonction de la neuroatypie et du stade, hein, ça va être amplifié. Et oui. Et en plus, on c'est très clairvoyant. Donc, un, ils la ressentent. Deux, et c'est fois 1000. Donc, il y a la leur plus la vôtre en plus qui se mélange donc, au secours. Qui fait quoi, comment, où. Voilà, la carte GPS qui se floute un peu. C'est pas très clair. Veuillez retourner sur la route en surbrillance. Mais j'y suis. Ah non, c'est pas la bonne. C'est un peu ça, voilà. Donc c'est très complexe, vraiment pour eux à vivre aussi, hein, c'est sûr. Mais oui, c'est très intéressant de les recentrer sur c'est quoi là actuellement ton besoin là. Ouais. Ça c'est très intéressant, Élodie, ce que tu partages là. Et par contre, c'est intéressant, mais c'est pas toujours évident de l'image du koala. C'est pour ça la sangsue, ça peut être bien. Moi, il a un peu tous les noms. Et j'en parlais avec une collègue cet après-midi. Elle me dit le koala, c'est bien aussi. Oui aussi. Je dis des fois que j'ai une troisième jambe aussi. Il a beau avoir 10 ans, il est toujours collé à sa maman. Mais voilà. Et c'est pareil, ce côté-là, il y a des fois où je suis en capacité de l'accepter parce qu'émotionnellement, ça va. Et puis il y a des fois où je suis fatiguée, je lui dis en fait, là, non. J'ai besoin de ma pause, j'ai besoin de ma bulle. Et j'ai besoin, elle me dit arrête de faire comme mon grand frère. Je dis oui, mais j'ai besoin de ma bulle, j'ai besoin de respirer. Donc là, je peux pas accepter ton câlin en fait. Je suis pas en état de le recevoir. Ça, c'est par contre la frustration de ce côté-là, elle est hyper compliquée à gérer. Et c'est le côté social qui est compliqué tout court, c'est aussi de reconnaître que les autres ne sont pas pareils que nous au bon moment, à l'instant T. C'est-à-dire moi je veux un câlin.
Alors après, Ouais, avec l'âge, mais parfois ça me manque. Alors, c'est Aurore, vrai. moi, il a 10 ans, je te jure que je pense que heureusement qu'il y a l'école et que je travaille, parce que j'aurais réellement un enfant collé. Ça va, il est couché, donc je peux le dire. Mais j'aurais véritablement une troisième jambe Mm, greffée. Donc, même si c'est mm, adorable, hein, il est adorable, il est mignon tout plein, mais bah, j'ai besoin de respirer, quoi. mm. Et ouais. Mais c'est la lecture, voilà, de l'autre, l'empathie, tout ça, c'est complexe parfois. Et donc, ils ne voient même pas que vous étouffez, quoi. Ah non, moi j'en ai besoin, donc toi aussi, c'est logique. Donc, ils se Ouais, mettent j'en profite, en j'adore ça. connexion, Enfin, vraiment. ouais. Mm, mm, mm. Vraiment. Chez moi, 17 ans, on a vraiment progressé. Après, enfin, ça dépend vraiment aussi du caractère de l'enfant, hein. Moi, C'est ça. ils sont diamétralement opposés. J'ai un grand qui est plutôt, mais très indépendant, pas du tout tactile, et un deuxième qui est dans cette. Par contre, mon grand est entré. Tu parlais des neurones miroirs, punaise. Et puis c'est la crise d'adolescence en plus, donc. Il est tiré entre deux, là, entre la petite enfance qui est sécure là-bas et là-bas le monde adulte qui est pas très sympa. Je sais pas trop où aller. Ça, ça. Qu'il faut faire. Et il a que 12 ans, donc je me dis, oh pétard. Mais c'est vrai que la connexion et ces interactions sociales, enfin, elles sont pas si évidentes. Et en même temps, aujourd'hui, j'ai eu la chance d'assister à une pièce de théâtre il n'y a pas si longtemps que ça, organisée par une union de quartier du bassin. Ouais, je sais, Céline. Alors désolée, mais t'es pas au bout de tes peines, 14 ans ici, je suis au bout de ma vie. Ils n'ont pas les mêmes troubles. Laisse-moi me rassurer, ils n'ont pas les mêmes troubles. Et là, on se dit vivement qu'ils grandissent et qu'ils sortent de la crise d'adolescence. Après, on dit, ils sont où nos bébés? Eh oui. Donc, je sais même plus ce que je disais. Ah si. Donc, il y a pas longtemps, j'ai assisté à une pièce de théâtre sur le truc. Stop, les filles, ne me faites pas peur. Mhm. Eh bien, on dit plus rien ou tu. Non, après, enfin, chaque enfant est totalement différent et la crise d'adolescence, on le sait, hein, c'est un mauvais moment à passer. La neuroatypie, elle aide pas. Elle aide Mhm. pas. Après, enfin voilà, ça dépend des pouvoirs de ta fille et de, enfin voilà, elle a que 7 ans, donc tu as le temps. Blandine profite de l'instant présent et enfin voilà, moi je vois mon grand qui a certes 12 ans, mais voilà, il est, tu vois, il vient de rentrer au collège. Mais il commence à s'affirmer, il commence à se poser aussi. Et je vois un garçon qui se pose, qui s'ouvre aux autres, alors qu'on a eu en primaire des grosses problématiques d'aller vers les autres ou de relations sociales très uniques et très importantes. Et là, il arrive à aller vers plusieurs personnes, à s'interagir. Donc, en fait, tout dépend de l'évolution de ta fille, en fait. Donc, faut pas avoir peur. Faut pas avoir peur. On sait, hein, la crise d'adolescence, c'est un mauvais moment à passer. On y passe tous. On y est passé nous aussi. Hein. On a pas, nos parents ont dû, pareil, se tirer les cheveux à des moments. Hein. Donc, c'est une étape obligée. Voilà. Mais non, ça revient après. Mon aîné, bon, Santander a eu sa crise, mais maintenant presque 17 ans, est adorable, câlin, gentil. Tu vois, Blandine, un message d'espoir. Tu passes 5 ans dans la crise d'adolescence et puis après, ça va mieux. Ah ouais. Là, oui, l'adolescence, c'est pas facile. C'est une période vraiment où ils sont entre deux, plus les nouvelles hormones qui arrivent et qui mettent le bazar dans la lecture en plus émotionnelle, sentimentale, etc., etc. Donc, pour les neuroatypiques, c'est vrai que c'est une nouvelle information et quand le tronc cérébral déjà ne capte pas bien les émotions de façon tout à fait normale, basique, voilà, eh bien, ça amène un peu de. Je leur dis, c'est des bulles, ça pétille, des petites paillettes un peu plus, quoi. Voilà. Faut...
C'est une nouvelle compréhension de soi. Mais bon. J'ai vu les bulles de champagne qui partaient dans tous les sens. T'as vu? Ça pétille, c'est... Ça pétille. Ouh là là, c'est les émotions, les nouvelles. C'est ça. Déjà qu'ils ont eu du mal à acquérir, j'allais dire, les émotions un peu plus primaires. Et là, il y a d'autres choses qui se surajoutent. Et du coup, voilà, tu vois, ici, ça explose plutôt que ça pétille. C'est la bouteille de champagne qui explose. Il faut secouer, hein. Il faut secouer avant. Donc, c'est vrai que la partie émotionnelle, elle nous bouffe notre quotidien. Enfin, voilà, il faut être clair. Hein, la partie émotionnelle, je pense que TND, d'ailleurs TND ou pas, un enfant qui a des émotions, alors c'est amplifié avec les enfants ayant un TND, mais du coup, c'est vraiment le message, et c'est le message de la tisane des mamans. Je sais qu'il y en a qui me suivent depuis quelques émissions, mais de prendre du temps pour vous sans culpabiliser. Et c'est le plus dur à faire en tant que maman, je trouve. Qu'est-ce qu'elle me dit, Céline? C'est à cette période qu'il faut tenir un cap comme un marin dans une tempête. Oh, elle est belle l'image. Exactement, c'est vous le phare. Le phare, il se détruit pas, il est toujours debout. Toujours bien allumé, toujours debout. C'est une très belle image. Merci Céline. De temps en temps, il faut changer l'ampoule, mais il faut qu'il reste allumé. Et il a le droit de s'éteindre, hein, parce qu'à un moment donné, il faut qu'il y ait un autre phare qui s'allume. C'est juste ça. Je vous dis souvent, quand le phare disparaît de la maison, il en faut un autre. Donc, qui fait phare? Voilà. Il y a des relais, normalement. Oui, c'est ce que j'allais dire. Parce que des aides. Dans les familles monoparentales, et on sait qu'on en a de plus en plus, hein, et que les TND sont une source de séparation, d'incompréhension voilà, c'est ce que j'allais dire. Le papa, il peut être là, comme il ne peut pas être là, parce que ça peut être hyper compliqué aussi sur cette dynamique familiale, d'être à deux parents pour gérer ces TND, en fait. Oui, oui, tout à fait, hein, idéalement. Alors ça, c'est sûr. Mais des fois, on peut être deux, vous savez, et puis se sentir seul. Se sentir bien seul, et voilà, et être dans la compréhension quand même, et de pas avoir de repères et d'aide quand même. Donc ça. Voilà. Moi, je sais que typiquement, j'en ai parlé de plus en plus. Au départ, je n'osais pas parler du coup de la neuroatypie de mon grand, puisque c'est vrai que son parcours a été extrêmement lourd. Enfin voilà, ça a été. Et maintenant, j'arrive à en parler de plus en plus parce qu'il y a aussi ce côté acceptation de l'enfant différent qui est vraiment un temps, et on n'est pas du tout accompagné là-dedans. On est là dans les tests, comprendre justement le fonctionnement. Par contre, il n'y a rien, en tout cas, ça n'existe pas encore, ou c'est en train de se mettre en place autour de l'accompagnement des parents. C'est plutôt les parents qui vont, se former, mais il n'y a pas d'accompagnement des parents. Enfin, moi, quand on m'a annoncé qu'il était HPI, j'ai regardé, je suis non. Non, c'est pas vrai. Je ne veux pas qu'il soit comme ça, donc non. Voilà. Et oui, et c'est en cours, mais on est très peu, en fait, de professionnels, malheureusement, hein, à vouloir accompagner les familles avec les neuroatypies. C'est pas facile. C'est pas facile, et c'est vrai qu'on n'est pas nombreux. Donc, comme on n'est pas nombreux, les choses mettent du temps à se mettre en place. Après, il y a vraiment des professionnels très intéressants qui essayent de mettre des choses en place, mais comme c'est pas encore... C'est ça. Ce qui manque, moi, je trouve aujourd'hui, c'est un lien, en fait, entre les professionnels et l'école. Un truc de coordination, disant que l'école, elle puisse vous dire, en fait, il y a une plaquette, il y a un truc, et voilà qui c'est que vous avez besoin d'aller consulter. Et aujourd'hui, cet élément-là, il n'existe pas. Enfin, je parle de mon grand parce que c'est vraiment un parcours qui a marqué ma vie. Hein. Moi, on m'a dit, je ne sais même pas, l'institut de mon grand m'avait dit, à l'époque, il m'avait dit, je ne sais pas vers qui vous dirigez, mais si vous faites rien, il va être droit à l'échec scolaire. On se rend une pleine baffe, une pleine figure, et on fait quoi? On va voir qui? Qui c'est qu'on va voir dans des cas comme ça, alors qu'il y a même les instituts qui me disent, je ne sais pas, démerdez-vous. Hop, hop, je t'ai renvoyé la balle, et si tu fais rien,
on parle d'échec scolaire sur un enfant HPI. Je ne savais pas, hein, mais j'avais quand même certains doutes que je ne voulais pas avoir à l'époque. Là, tu te dis, mais qui c'est que je vais voir? Alors, j'ai eu de la chance de tomber sur une psycho adorable et qui m'a permis d'être aiguillée. Mais j'ai eu cette chance-là, mais derrière, c'est quand même hyper violent et il manque cette structure de coordination entre les professionnels qui sont dans l'accompagnement et l'école, en fait. Parce qu'il n'y a personne qui peut nous orienter, tu vois, en tant que parents, qui peuvent nous dire, alors quand il y a une dyslexie, tu vois, quand on a identifié un peu le trouble, c'est plus facile. Mais c'est hyper compliqué, quoi. On espère qu'un jour, ça viendra. Oui, oui, oui. C'est un projet. C'est ça. On ne lâche rien. Non, non, non. Alors, il y a Blandine qui dit « Je vis le moment présent avec mon bébé à koala. On vivra l'adolescence atypique. Le moment venu, ça peut paraître étrange, mais je suis contente d'avoir croisé sur mon chemin l'atypie. Elle me fait grandir. » Et bien, en fait, c'est exactement ça. Et sincèrement, je partage exactement le même avis. Tout à fait. Et l'avantage, je ne sais pas si c'est un avantage, mais aujourd'hui, quand on découvre qu'un enfant est neuroatypique, ça permet aux parents de se remettre en question et de découvrir leur propre neuroatypie. On est sur une éducation un peu inversée, où normalement, les enfants vont se construire sur le modèle des parents. Et il y a de plus en plus, je crois que tu peux le voir aussi, toi, en consultation, mais les parents, ils se disent « Ah, mais j'étais pareil à son âge, en fait !» Ce qui est sympa, en fait, c'est que souvent, on vient me voir parce que l'enfant présente d'abord des troubles. Il n'est pas, voilà, il s'agite trop, il parle trop, il a toujours un truc de trop. Et quand je commence à poser plein de questions, c'est très rigolo de voir ça, mais le parent commence à dire oui, je le fais, oui, je le fais, oui, ça aussi, je le fais. Je dis, mais je parle pas de vous. Je parle toujours de votre petit, d'accord? Ah, mais on dirait que vous parlez de moi. Oui, oui, j'ai bien compris que... Et là, on se rend compte qu'en fait, voilà, c'est un non diagnostiqué qui n'a pas été vu avant. Et c'est assez drôle. Je me retrouve finalement avec 2 enfants à l'intérieur de mon bureau, un qui a 8 ans et l'autre qui en a beaucoup plus, mais c'est toujours l'enfant intérieur qui s'active et qui était là. Et je l'ai vu avec des étoiles dans les yeux qui me disent « Enfin, quelqu'un me comprend !» Donc, c'était assez rigolo de voir ça. Mais en effet, elle nous fait grandir. Et je le dis toujours, c'est que le travail des enfants, quelque part, c'est de réparer les parents, mais de faire grandir les parents. C'est quelque part un petit peu ça, parce qu'il met en lumière, ils vont mettre en lumière nos failles. Tout ce que nous, on n'a pas su gérer enfant, tous nos traumas, tout ce qui est fragile chez nous. Et comme ils ont une clairvoyance extraordinaire par rapport à ça, encore plus les atypiques, eh bien, évidemment, ils nous servent énormément à grandir et à se reconstruire. Exactement. Et à penser nos blessures aussi. Ouais. Et à les accepter. Oui. À les accepter. Ouais. Tout à fait. Alors, il y a Aurore qui commente, pour ma part, l'école l'a exclu, et ça, ils étaient incapables de le gérer. C'est malheureusement, malheureusement, on est dans un système scolaire qui est hyper compliqué, on vous en a parlé. J'ai dû chercher, trouver un ITEP seul, maintenant il est en MFR et c'est génial. C'est le principal, en fait, comme qu'il soit dans une structure où il est bien. Et c'est vrai que le problème de l'inclusion, alors sur le papier, ils doivent inclure tout le monde. Et on se rend compte que dans la réalité, moi qui discute avec pas mal de mamans et avec des enfants porteurs de TSA, on se rend compte qu'on en est très loin. Oui, et puis je me dis, ça serait super si on pouvait les accueillir comme nous, professionnels ou parents d'enfants porteurs neuroatypiques, on l'imagine. Mais dans ce cas, il faut que tout le cadre d'éducation nationale rajoute au moins une personne à chaque fois dans chaque classe minimum. Il faut une personne particulière, il faut des soins particuliers, il faut un programme de journée particulier, en fait. Et ça, c'est beaucoup de choses à changer d'un coup. Je pense que je suis pas sûre que tout le monde soit prêt. Déjà, d'avoir moins d'élèves dans les classes, ça serait déjà, enfin voilà, quand on est à plus de 30 enfants dans la même classe, c'est sûr, c'est que sur le papier, mais la compréhension des enfants n'est pas là. Non, mais clairement, enfin voilà,
Et puis là, ils sont en train d'enlever des postes de AESH alors qu'on en manque cruellement, quoi. Donc, à un moment donné, on fait comment pour accompagner nos enfants correctement avec des besoins spécifiques, quoi. Tout à fait. Ah bah oui, ça, de toute manière, Blandine, on l'a dit, hein, l'inclusion, elle est juste, pour moi, l'inclusion, elle est à l'heure actuelle que sur le papier. Ah oui. Elle est que sur le papier. Moi, je le vois très bien avec. Pourtant, j'ai des instits et j'ai pas à me plaindre qui sont à l'écoute, mais j'ai mon zouzou, là, mon koala de 10 ans qui est TDAH, qui a besoin de bouger. On me dit oui, mais vous savez, comparé aux autres, il bouge pas tant que ça. Oui, mais en fait, les autres, je m'en fous. Ouais. En fait, les autres, je m'en fous. Ils sont peut-être simplement juste mal élevés ou ils ont peut-être un besoin aussi de bouger. Qu'est-ce qu'on fait pour qu'ils puissent bouger en classe sans que ça dérange, sans que ça vienne perturber le déroulement du cours? Qu'est-ce qu'on fait pour qu'ils puissent ne serait-ce que bouger, quoi? Voilà. Et ouais, sachant que le cerveau se développe dans le mouvement. Juste, c'est la base, hein. Tous les cerveaux se développent mieux dans le mouvement. Apprenez une poésie à un enfant, il faut le faire marcher, il faut le faire danser, tout en même temps. Sinon, ça ne fonctionne pas, c'est très compliqué. Et encore plus nos neuroatypiques, alors là, c'est carrément disproportionné pour eux. Mais le mouvement va les aider en fait à intégrer à l'intérieur du cerveau. Donc, plus on les met sur une chaise, moins ça fonctionne. Moi, je sais que j'ai abandonné pour les devoirs, hein. Ils ont la position qu'ils veulent. Oui. Mais c'est ce qu'il faut faire, hein. C'est-à-dire, moi, des fois, il travaille, vous le verriez, je me suis dit, mon Dieu. Et pourtant, alors moi, il est HPI, il n'a pas de troubles associés, en tous les cas, pas encore bien fort du moins. Il se met sur le canapé, la tête en bas, imaginez ça, le cahier par terre, la tête en bas, les pieds en l'air, il fait un peu un truc, je sais pas, et je fais, tu fais quoi? Il fait ça, je fais mes maths. D'accord, la dernière fois, je l'ai trouvé par terre dans le couloir. Voilà, il apprenait une leçon par terre allongé dans le couloir. Et j'ai dit, pourquoi le couloir? Bah, je sais pas, je me sens bien, il y a 2 murs, c'est contenant, j'imaginais que c'était ça. Et il a bossé par terre comme ça, allongé. Non, mais j'ai dit, heureusement que... C'était la leçon de géométrie sur les droites parallèles. Voilà, il a travaillé, du moins, voilà, il s'est motivé à le faire dans son truc à lui. Et c'est vrai que tout ce qui est apprentissage par cœur, c'est pas du tout son truc. Ça ne fonctionne pas, l'apprentissage par cœur. D'ailleurs, pour beaucoup aussi de TDA et H en plus. C'est très compliqué parce que faut structurer, donc là, c'est encore plus complexe. Mais c'est vrai que le mouvement les aide énormément. Voilà. Donc, moi, j'ai vu mon grand me réciter ses mots de dictée en me faisant le tour de la table et en t'épelant les mots. Là, tu regardes et tu te fais « Oh putain, comment il arrive à t'épeler le mot ?» Je te dirais pas que c'est anticonstitutionnellement, mais ça reste, c'était tu vois, mots CM1, CM2, là, tu fais… en fait, c'est moi là qui ai le tournis, c'est moi qui vais être malade, mais lui, là, les mots, c'est direct. Et là, tu te dis, bon, d'accord, ok. Et j'ai mon conjoint qui n'est pas le père de mes garçons, mais qui me dit, mais comment il fait? Il me dit, mais il marche, il t'épelle les mots, il trifouille je sais pas trop quoi en même temps. Je suis, bon, moi, je m'en fous. Les mots, ils sont su. Oui, c'est ça. La finalité, c'est qu'on y est, quoi. Exactement. Donc, il faut du mouvement. Si vous voulez vous faire entendre, collaborer, etc., il faut les mettre un peu en mouvement. Ça, c'est une certitude. Ouais, mais en classe, tu vois, c'est hyper compliqué d'avoir du mouvement en classe, quoi. Non. Il y a des petits trucs, hein. Il y a des petits trucs qui existent, les balles de tennis, l'élastique et tout. Mais du coup, selon les enfants, tu as besoin, tu vois, de changer des trucs hyper régulièrement. Et là, tu sens qu'en fait, mais après, je l'entends, hein. C'est rajouter une tâche supplémentaire à l'enseignant qui est déjà un peu surbooké. Tu te dis, oui, mais moi, en fait, mon enfant, il tient 3 jours avec un truc et du coup, il faut changer toutes les semaines, voire 2 fois par semaine, sinon, il ne tient pas. Et là, on te regarde, on te dit, bah, en gros, c'est pas possible, quoi. Ouais, pareil, mon dernier 7 ans bouge dans tous les sens et joue avec des jouets en faisant ses devoirs. Ouais. Bah, c'est très bien. C'est ça. Mais j'ai fait le coup là ce soir à mon grand qui est HPI dysgraphique, machin. Et en fait, t'as l'impression qu'il t'écoute pas. Alors ça, c'est horrible pour les profs, mais c'est horrible aussi en tant que parent, hein. Sincèrement, c'est horrible. Et puis, en fait, tu lui parles et t'as l'impression qu'il est perché ailleurs. Tu dis, mais en fait, je t'ai raconté quoi? Et là, il te récite le truc. Et là, il te fait un truc et tout. Il me dit, oui, mais maman, tu m'as pas écouté. Je dis, ben si. Il me dit, mais j'ai dit quoi? Je dis, ben, tu m'as dit ça, ça et ça.
Je dis, bah, j'ai pas l'impression que tu m'écoutais. Je dis, eh oh, c'est bon, t'arrêtes. Tu fais exactement la même chose, en fait. Ah bon? Oui, tu fais exactement la même chose. Puis en plus, quand j'ai eu la réunion parents-prof, ils m'ont dit, bon, on sait pas si la connaissance arrive jusqu'à lui, mais en tout cas, il est là et ça, en fait, ça arrive alors qu'on a l'impression qu'il est pas là. Ben ouais, je sais. C'est hyper. Ah, ça, c'est chouette. La boîte sensorielle dans la classe qu'on modifie chaque semaine. Génial. Au top. Ça, c'est vraiment cool. Hein. Ouais. Ouais, il y a tous alors, c'est vrai qu'il y a des petits outils qui existent. En effet, les balles sensorielles, les balles anti-stress, les boudins en silicone, les trucs à croquer. Il y a énormément de choses qui rentrent dans une trousse, en fait, qui ont été pensées pour ça. Les petits coussins, là, où ils peuvent un petit peu bouger leurs fesses comme ça, ou sous les petites balles sous les pieds, etc. Ce qui est complexe, en fait, pour les instits que j'ai côtoyés, c'est OK, c'est OK, en fait. Les outils sont OK. Le truc, c'est que tout le monde les veut après. Donc après, c'est les autres. Voilà, les autres, moi aussi, je voudrais ça, moi aussi, je voudrais ça. Et là, revient actuellement dans la cour de récré les hand spinners. Vous savez, c'est le truc qui tourne là pour l'attention. Parce que, alors, je suppose que ça vient un petit peu à cause de moi. Parce que mon fils, il en a une dans sa trousse tout le temps. J'en ai trouvé. Alors évidemment, je change, comme tu dis très bien, Elodie, c'est qu'il faut changer régulièrement. Voilà. Et là, j'en ai trouvé, voilà, un peu moderne, métallique et tout ça. Il l'a trouvé à l'école et tout ça. Et là, maintenant, tout le monde a ça dans la cour. Et il dit, ouais, tout le monde a voulu essayer mes spinner, tout ça. Il y a des mamans, elles m'ont écrit, tu l'as acheté où? Donc le truc, il est devenu pour tout le monde. Au moins, comme ça, je me dis toute la classe a ça. Peut-être que voilà, la maîtresse, elle va plus en pouvoir, mais n'empêche que. C'est marrant comment entre eux, en fait, je trouve qu'ils se soutiennent beaucoup. Finalement, c'est vrai que les enfants peuvent se juger à certains moments, mais là, notamment le mien, il a 10 ans et je trouve qu'il est très empathique, ça c'est son truc aussi, mais les autres le sont aussi. C'est-à-dire que quand il commence à bouger, il a des jours plus fatigués ou il n'arrive pas à tenir en place, les autres ils disent « S'il vous plaît, madame, Léo, il a besoin d'aller bouger. » et Léo peut bouger un petit peu, quoi. Peut-être qu'il y a une sorte de solidarité entre enfants qui se met en place et qu'on ne voit pas, qui est sympa aussi. Il y a une question d'Aurélie Oui. qui est très juste. Le Ah, temps, oui. les écrans et la neuroatypie. Ah ah. Alors, les neuroatypiques et les écrans. Il faut savoir quand même que les neuroatypiques, ils ne coupent jamais. Leur cerveau ne se met jamais en off. C'est-à-dire que nous, quoique sinon on est neuroatypique, vous le sentez, mais nous, adultes, quand on ferme les yeux, normalement, notre cerveau est censé se reposer. Les enfants en journée n'y arrivent pas du tout. Ils n'ont pas de temps où c'est off. Sauf l'écran. Quand ils sont devant l'écran, ça fait une sorte de block-out dans le cerveau et ils sont un peu happés, on va dire, par les images qu'ils voient, mais ça coupe cette incessante télé là qui tourne sans arrêt, comme ça, d'images constantes, parce qu'il faut savoir quand même que quand vous allez juste faire vos courses, qui paraît totalement normal, vos enfants, eux, ils enregistrent les gens qu'ils croisent, comment ils sont habillés, les discussions, les couleurs, les lumières, la musique, plus vous, plus tout ce qui les stimule autour. Je vous garantis que quand il a envie de regarder la télé, c'est une vraie envie de couper avec le monde qui l'entoure. Donc, c'est des enfants, il faut leur faire porter des casques anti-bruit, des choses comme ça pour vraiment limiter cette histoire de surstimulation extérieure qui est juste très désagréable. Imaginez-vous le vivre aussi. Et même certains adultes le vivent encore très fort quand ils sont en neuroatypique. Ça, c'est très compliqué à arrêter. Et la télé, c'est un moyen de faire du off. Donc, j'ai envie de vous dire, évidemment, il faut limiter, mais il faut aussi leur permettre de le faire. Voilà, il faut mettre un temps qui sonne. Par contre, c'est pas vous qui portez le temps. C'est ça la complexité. C'est votre téléphone qui sonne. C'est alors combien de temps? On se met d'accord. Tu as besoin de 10 minutes, 12 minutes, 15 minutes? Dis-moi. Ben, je sais pas, un épisode. Ok, un épisode, mais quand le générique il est là, je me mets, donc c'est 38, je sais plus, 40 minutes, je sais pas. Je me mets le temps, je compte sur toi. On se fait confiance. Et attention, c'est des enfants qui aiment beaucoup la confiance et la justice. Donc, il faut bien se mettre d'accord avec eux. Je te fais confiance.
Je compte sur toi. Voilà. Et comment on fait? Parce que du coup, on parle d'écran. Quand tu as un enfant qui est dysgraphique et qui a un ordinateur, alors dysgraphique ou même autre chose, d'autres 10, qui a un ordinateur du coup en classe, qui passe déjà énormément de temps du coup sur les écrans. Mm. Il y a un autre commentaire, ça va être une réponse pour toi, mais du coup, comment tu fais, tu vois? Parce que tu as l'écran, j'allais dire professionnel, même s'ils sont à l'école, et l'écran loisir quand ils sont à la maison. Ouais. Alors, l'écran professionnel, ça active une zone du cerveau qui n'est pas celle du loisir. Ça active pas les mêmes zones du cerveau et ils sont plutôt concentrés et ils arrivent mieux à structurer face à un écran. Ce qui est quand même fou. Ça, c'est un de leurs pouvoirs aussi. Hein. Ils sont très, très bons face aux écrans. Mais par contre, ça active pas les mêmes zones du cerveau. Donc, c'est pas parce qu'ils sont en milieu professionnel, si tu veux, que ils coupent en fait. Ils coupent pas, ils sont pas dans le off. Voilà. Mais c'est vrai que c'est difficile à gérer parce que c'est des enfants qui adorent le off. Et là, du coup, tu vois, dit c'est très dur pour Ouais, eux quand quand la télé s'arrête. Ah ouais, c'est très dur. Donc souvent, c'est soit on active quelque chose derrière, faut surtout pas les laisser dans le vide. Il y a la télé qui s'arrête, mais juste derrière, je sais pas, je dis n'importe quoi, il y a soit une douche à prendre, soit un jeu à faire, quelque chose qui va réactiver. Parce que pourquoi la télé en fait? Ça travaille dans le cerveau, ça active la zone de récompense. Voilà, c'est quelque chose de loisir, c'est de la récompense facile, ça me fait plaisir, hop, j'ai mon truc que j'aime, voilà, j'aime, ça me fait du bien, j'aime ça, ça active ça dans mon cerveau. Quand ça s'arrête, c'est assez violent, c'est que le système de récompense, il est coupé, net et précis. Et eux, le système de récompense, il s'active très rarement, en vrai, parce qu'ils sont tout le temps frustrés, tout le temps dans l'émotion, tout le temps en train de gérer, tout le temps en train de vivre une tempête émotionnelle à l'intérieur, gérer le corps qui, des fois, fait pas du tout ce que la tête a pensé. C'est un peu complexe, tout ça. Et donc, ils ont un système de récompense très peu développé. Et l'écran le développe beaucoup. C'est ça le piège. Donc, derrière, il faut arriver à développer le système de récompense. Alors, je dis pas qu'il faut à chaque fois dire « t'éteins la télé, tu as le droit à un bonbon », c'est pas ça. C'est juste de dire « on te donne un objectif derrière. Donc, viens avec moi, on passe un moment tous les deux, on va se faire une partie, je dis n'importe quoi, d'un jeu qui dure 5 minutes. » Mais de réactiver en fait la récompense humaine. Je ne sais pas si je suis claire. Ouais, Mais c'est un peu si. ça l'idée. Voilà. C'est le système de récompense qui est activé devant la télé. Ouais. Et il y avait une autre question de Blandine. Pourquoi permettre aux enfants neuroatypiques d'avoir des fidgets et pas les Oui, autres? tout à fait. Et ça, c'est génial. Du coup, quand ça arrive et que tout le monde en a, je me suis imaginé la maîtresse avec ses 30 élèves. Tiling, tiling. J'ai dit, elle va m'appeler. Elle va me dire, écoutez, Léo, c'est bien gentil. Mais là, trop, c'est trop. Et j'ai pas eu d'appel, donc je me suis dit que c'était génial parce qu'il a peut-être activé toute une solidarité dans sa classe, quelque chose voilà, où il peut dire moi j'en ai besoin et pourquoi j'en ai besoin. Donc j'ai trouvé ça super en fait. Il y a eu l'époque, il y a 1 an ou 2, c'était les pop-it. Et du coup, tout le monde en avait, qui est à la base un objet pour les enfants neuroatypiques. Tout à Et fait. justement, et en fait, tout le monde en avait. Et du coup, neuroatypique ou pas, tout le monde en avait. Hein. Du coup, on savait plus. Mais ce qui est très très bien, puisque du coup, tout le monde est sur le même pied d'égalité. Tu C'est ça. parlais du casque anti-bruit. Alors, je sais que ça se fait pas dans toutes les classes. Mais je sais que là, tu vois, dans la classe de mon dernier, après, ils ont eu les mêmes instituts, donc moi, je redoublais chaque année. Dans la classe de Valérian, là, l'instit, elle a des casques anti-bruit à disposition des élèves. Ça veut dire que même si un enfant qui n'est pas neuroatypique, mais a besoin à un moment donné d'avoir un casque anti-bruit pour pouvoir juste se concentrer sur une évaluation, sur un exercice, en tout cas sur un travail demandé, il a la possibilité d'aller chercher le casque et de pouvoir couper un peu de ce bruit, parce qu'on le sait très bien, les classes des enfants, c'est pas le silence. Hein. Ils peuvent avoir accès à ces casques anti-bruit. C'est génial. Et je trouve ça en fait hyper bien, parce que du coup, neuroatypie ou pas, en fait, tout le monde est sur le même pied d'accès. Ouais. Moi, mes 2 garçons, ils ont un casque anti-bruit. Mon grand le gère très très bien en autonomie.
et il même le gère très bien. C'est que même s'il y a un copain dans la classe qu'il aime pas, qui commence à lui parler, il faut te casse comme ça, me casse pas les pieds. Par contre, mon plus petit, qui a 10 ans, eh ben, c'est plus compliqué, tu vois, ce qu'on disait tout à l'heure, il y a besoin de cet accompagnement et je ne peux pas le faire en classe. Et du coup, la maîtresse lui a dit, mais en fait, quand tu dois faire une évaluation, peut-être que tu as besoin à ce moment-là de mettre ton casque. Et tu vois, si tu lui dis pas, ben, instinctivement, il va pas le mettre. Mm. Ouais. Donc voilà. Est-ce que les filles qui sont connectées, vous avez encore des questions sur la neuroatypie? Je pense que c'est un sujet qui fait Infini, parler. infini, infini les filles, c'est sûr. Du coup, en grande section en grande section de maternelle, l'institut de ma fille avait acheté des casques anti-bruit à tous les élèves également. Elle se sont rendu compte que c'était bénéfique, même pour les enfants Oui. ordinaires. Mm. C'était juste top. Mais ça, c'est clair, hein. Mm. C'est clair. Merci Aurélie. Merci Aurélie. Alors, juste, moi, je vais t'embêter encore un petit peu. Est-ce que tu aurais un petit truc, une petite astuce, un petit exercice à proposer justement aux mamans pour se ressourcer, tu vois, on parlait de la douche tout à l'heure ou quoi que ce soit, qu'est-ce qu'elles pourraient mettre en place pour justement, tu as parlé du totem et je trouve l'idée géniale, je pense que demain je vais faire des totems aussi. Je dois faire un bâton de parole et un totem parce qu'ils me parlent tous en même temps, j'ai écouté au moment donné, c'est bon. Qu'est-ce qu'on pourrait, est-ce que tu aurais un petit truc, une petite astuce pour les mamans justement du coup ce soir? Alors, il y a plein de petites choses, mais je pense que le plus important, et je vais vous donner 2 petites astuces, c'est que tous les soirs, tous les jours, vous devez faire votre phrase de « Aujourd'hui, je suis fière de » et « Je m'aime pour ». Voilà, je suis fière d'avoir fait ça et je m'aime pour telle chose que j'ai fait aujourd'hui. Et tous les jours avant de dormir, il faut se le dire. Ça, c'est très important. Les actes d'amour envers soi, ils sont extrêmement importants pour trouver de la positivité. Déjà, ça c'est très, très bien. Et ensuite, petit exercice, on va dire, physique. Attention, c'est très compliqué. Non, pas du tout. C'est une histoire un peu d'ancrage. Donc, l'idée, c'est d'avoir les pieds sur le sol. Donc, faites-le avant d'aller faire dodo, j'ai envie de dire. Si vous êtes sur votre canapé et tout ça. Et vous posez vos doigts comme ça et vous appuyez sur chacun de vos doigts. Quand vous inspirez, on fait le petit doigt et quand j'appuie, je souffle. On fait pareil pour tous les doigts. Voilà. Et à chaque fois que vous soufflez, vous pouvez vous dire quelque chose, vous remercier, vous dire j'ai adoré ce moment de la journée, etc. Les compressions au niveau de votre corps, elles sont très, très importantes. C'est ce qui va permettre la décompression, justement. D'accord? Comprimez vos doigts pour décompresser. Pour décompresser tout le reste. Voilà. C'est vraiment un petit travail sur soi assez sympa à faire qui ne demande pas trop d'énergie. Eh ben, en tout cas, merci beaucoup pour ces astuces. Moi aussi, je les ai notées. On a parlé du journal de gratitude et ça rejoint exactement ta phrase de tous les soirs. Aujourd'hui, je suis fière et je m'aime pour. J'adore la phrase aussi. Se rendre compte que malgré les difficultés, de se voir les choses positives de la journée. Et d'ailleurs, moi, tu vois, il est à côté de moi. J'ai mon petit journal de gratitude que j'ai commencé il y a un peu plus d'une semaine, du coup. Et se rendre compte que on vit des belles choses quotidiennement. Et des fois, il n'y a pas besoin de grand-chose. Hein. Exactement. Juste un rayon de soleil, ça fait du bien. Alors, on a eu une belle journée aujourd'hui. En tout cas, merci beaucoup Caroline pour ce soir. Merci à toi, ouais, merci. De toute manière, nous on est amenés à se revoir. Avec grand plaisir. On se voit au mois de mai dans tous les cas oui. déjà. Pour la petite histoire, je fais oui Aurélie. Alors du coup, je vais faire un petit message sur mon mur. Vous pouvez avoir accès à toutes les tisanes de maman qui sont accessibles sur mon mur. Un jour,
Je vais prendre le temps de les mettre sur YouTube, mais en attendant, vous les retrouvez sur mon mur. Je vais vous faire un hashtag la tisane des mamans, comme ça vous allez pouvoir les retrouver. Je vous souhaite à toutes du coup une bonne soirée. Juste avant de partir, Caroline, est-ce que tu peux nous dire où on te retrouve? Je sais que tu es pas mal active sur les réseaux sociaux aussi. Oui, vous me trouvez sur Facebook, sur Instagram. Et ensuite, mon cabinet, il est à Mélan, au centre thérapeutique Le Méli. Voilà, tous les mercredis et les vendredis après-midi. Et après, c'est à domicile et toutes mes coordonnées sont sur ma page Facebook. Eh ben, Voilà. merci beaucoup. Et puis Merci du à vous. coup, on vous dit bonne soirée et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de la tisane des mamans. Merci Elodie. Bonne soirée. Au revoir.